j'en profite directement pour, vous présenter donc les personnes qui vont intervenir. Donc il y a Yannick Delande du Forum, je ne sais pas si Yannick, heu, peut se montrer? Comme Oui. ça, ce sera plus facile, voilà. Donc je te laisse peut-être te présenter en 2 mots, avant de démarrer? Oui, donc moi, je suis Yannick Delande, et je suis, responsable des formations en qualité, en sécurité, en environnement, au niveau du Forum et donc titulaire, entre guillemets, de l'activité, VCA, que ce soit pour nos demandeurs d'emploi, pour des travailleurs, pour des intérimaires et donc en contact depuis très longtemps avec le secteur de l'intérim sur base de notre convention. Merci Yannick. Florence, en 2 mots, tu peux, te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Florence. Donc moi je m'occupe d'implanter les candidats qui sont inscrits pour les formations e-learning et de vérifier les statuts des candidats, que ce soit en présentiel ou en e-learning. Et voilà, je suis la personne intermédiaire entre les centres et Manu. Et du coup Manu, je te laisse te Oui, présenter aussi. oui, donc voilà, moi je suis effectivement en contact avec Florence pour la gestion des formations VCA en présentiel et en ligne. Et donc voilà, je vous expliquerai plus en détail alors comment on gère ces inscriptions et comment on fait le lien avec le forum. Super. Bien, alors je vais vous partager la présentation. Voilà. Vous voyez bien? C'est en ordre? Ouais, Oui, OK, top. super. Ouais. Parfait. Bon, ben voilà, brièvement, donc un petit aperçu de comment va se passer le webinaire et ce qu'on va aborder. Donc, d'abord, Yannick va vous présenter vraiment l'outil e-learning, l'outil en ligne, et va faire une petite démo rapide, comme ça vous aurez une idée vraiment visuelle de comment l'outil se présente et ce qu'il propose. Emmanuel donc va vous présenter, vous expliquer comment ça se passe pour inscrire un candidat en e-learning via, notre site internet et cetera. Florence, va vous expliquer, les conditions d'accès, le statut et cetera que les candidats doivent avoir, pour participer aux formations, et alors, elle vous dira un petit mot sur, l'examen VCA, pardon, donc comment ça se passe, après avoir suivi, l'e-learning. Voilà, alors n'hésitez pas à envoyer, j'ai oublié de vous dire, vos questions éventuelles, dans le chat, et on essaiera d'y répondre en interrompant éventuellement les intervenants, ou alors vous posez vos questions à la fin, et il y a toujours un petit moment de questions-réponses, et donc ça sera, de cette manière-là. Voilà, beh, je passe directement, la parole à Yannick pour présenter l'outil. Yannick, on t'entend pas, ton micro. Moi je vois mmh, moi je ne Hop, vois plus rien, donc voilà et là, vous avez normalement un partage de mon écran ou pas? Oui, 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 oui. OK. Donc effectivement, au niveau du VCA, donc pour les formations, il y a 2 niveaux de formation, donc du VCA de base et du VCA code opérationnel en fonction, du poste qui va être pris par la personne, que ce soit, un intérimaire ou un salarié, peu importe. Et donc on a le même type de module pour les 2 niveaux. La seule différence étant que le VCA cadre opérationnel aborde des matières un peu en plus que celles qui sont abordées pour le VCA de base, puisque c'est des membres de la ligne hiérarchique et que donc ils ont des informations complémentaires. En termes de contenu, le module en ligne aborde exactement les mêmes matières que les formules en présentiel que vous connaissez déjà et auxquelles vous inscriviez les demandeurs d'emploi qui venaient en formation 2 jours et demi chez nous, suivi de l'examen, puisque à la base, l'ensemble du contenu du module est défini par la SBL VCA qui définit les chapitres, les contenus des chapitres et également ce qu'ils appellent les termes finaux, donc ça veut dire les différents objectifs qu'il y a derrière les différentes parties. Donc, au niveau du cours, ce que je vous propose, je vais simplement ouvrir un des chapitres
peu importe lequel. Je ne vais pas ouvrir le premier, comme ça au moins, je vais ouvrir un qui est peut-être un peu plus accessible sur les équipements de protection individuelle. Et donc, vous avez chacun des chapitres où vous avez la possibilité de rentrer dedans. Ça ouvre une autre interface derrière où en fait, vous allez avoir chaque fois le module qui se déroule avec un petit peu le contenu de ce qu'il y a dedans et puis vous allez le faire. Petite précision, le module a été conçu pour être également accessible sur tout ce qui est tablette, smartphone, de telle sorte à ce qu'on puisse aller pour tous les gens qui n'ont pas qui n'auraient éventuellement pas d'ordinateur, et ça fonctionne très très bien. Le module, chaque fois, il y a une introduction et à plusieurs endroits, vous voyez qu'il y a une possibilité d'une bande audio. Donc, ça veut dire que 100% des textes qui sont dessus peuvent également être lus. Donc, toutes les personnes qui auraient éventuellement des difficultés de lecture peuvent soutenir l'apprentissage en ayant une lecture de ce qui est écrit. Et puis, voilà, vous avez les différents éléments. Donc, je passe assez rapidement. On voit sur le côté l'avancée, je dirais, de chacune des étapes. Et on a le petit rond ici qui se complète quand on voit effectivement que j'avance. Vous avez également dedans des vidéos qui sont dedans, Yannick, des questions. Oui. Excuse-moi, je t'interromps, mais en fait, nous, on ne voit que la page 5, chapitre théorie, la petite fenêtre qui s'est ouverte avec le cours, nous, on ne la voit pas. Ah merde. Ah oui, alors si je vais faire comme ça, tiens. Et comme ça, vous la voyez? Oui, parfait. Désolé. Donc effectivement, je reprends donc par chapitre, il ouvre une fenêtre complémentaire. Vous avez sur la gauche ici l'état d'avancement, également avec le pourcentage de matière qui est vu. Particularité qu'on a, c'est que, comme vous le savez, quand on a un intérimaire qui venait passer la formation, il n'avait accès à l'examen que dans la mesure où il avait suivi le module. Mais ici, c'est pareil, sauf que on ne va pas mesurer sa présence sur base de la feuille de présence. On va pouvoir, nous, derrière, visualiser que l'intérimaire, en l'occurrence ici, a bien suivi 100% du module. Donc, nous, on a une interface, on ouvre des accès individuels et on a une interface qui permet de dire Pierre était inscrit, mais il n'a suivi que 23% de la matière et donc il n'a pas accès à l'examen. On ne laisse accès à l'examen qu'aux personnes qui, en amont de la journée de l'examen, auront bien suivi l'entièreté du module. Donc, si je descends gentiment, en fait, tout le cours par chapitre se descend simplement. L'endroit ici, donc je disais, quand vous poussez effectivement sur le play, vous allez avoir le texte qui était au-dessus, qui est lu. Et donc, dans le scénario pédagogique, vous avez différentes choses. Ici, on a par exemple une vidéo complémentaire qui est lancée. Je ne sais pas si je la lance, ça risque d'être un peu… Pourquoi les EPI? Et donc, les EPI sont une tous les petite éléments vidéo que vous ici pouvez revêtir, porter ou qui vous donne tenir les pour vous protéger. informations. Donc, je ne vais pas Les la passer accessoires et intégralement, mais compléments vous aux avez chaque EPI fois sont également quelque chose à considérés ce comme des niveau-là qui est fait. Et puis, vous avez ici, tiens, une question que vous avez ici pour le travailleur, et donc pour l'intérimaire, pour celui qui fait. Et donc, quelles obligations sont celles du travailleur? Donc, je vais dire que je dois les porter, je dois vérifier qu'ils sont en bon état, je dois les acheter, comme ça je mets une mauvaise réponse. Et puis, je valide, et effectivement, il va valider le fait qu'il y en a deux qui étaient bonnes, une qui est mauvaise, etc. Et donc, il marque que c'est incorrect. Je peux éventuellement recommencer. Donc, comme ici, on est avec une finalité pédagogique, on permet l'erreur dans un questionnaire et on permet aux personnes de recommencer. Puis après, j'ai la leçon 2 qui est les protections oculaires, etc., etc. Et donc, je vais vraiment avoir pour toutes les étapes, les différents éléments qui sont abordés et chaque fois, les explications. Vous voyez, c'est assez ludique et assez didactique et l'interface est quand même assez bien. La seule chose qu'il faut quand même être vigilant, c'est quand même de leur laisser le temps de le faire parce que l'ensemble du cours, il faut à peu près 14 ou 15 heures si on veut tout passer correctement, mais ce n'est pas faisable forcément en 14 ou 15 heures d'affilée. Donc, il faut savoir que par rapport à être présent au cours, c'est quelque chose qui nécessite un autre type d'énergie pour pouvoir le passer. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport vraiment à la partie ici, théorie, enfin en tout cas partie contenu que vous souhaiteriez aborder. Évidemment, je n'ai pas abordé tout le contenu.
Mais je ne sais Oui, pas s'il y a des questions maintenant. Oui. Sophie a une question, je vois. Elle lève la main. Oui, merci. Donc, petite question. Donc, ça, c'est top, les petites questions en fin de chaque module. Est-ce que ces questions sont généralement semblables aux questions d'examen ou pas du tout? Alors, oui, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais je vais y répondre en montant la partie suivante, puisqu'ici, il y a une petite question comme ça au milieu de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment les questionnaires comme l'examen. Par contre, je vais vous montrer quelque chose tout de suite après, et s'il n'y a pas d'autres questions sur le contenu, je vais embrayer tout de suite. Et donc, s'il y a une autre question sur le contenu, peut-être que j'y réponds d'abord, et puis je reviens à la réponse que vous attendez. Florence lève la main aussi. Oui, c'est juste pour préciser que les textes qui sont lus ne sont pas obligés d'être lus jusqu'au bout, mais lorsqu'il y a une vidéo, il faut vraiment que le candidat visionne la vidéo jusqu'à la dernière seconde, parce qu'autrement, c'est coché comme non vu. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est juste une petite précision, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'arrête au milieu de la vidéo en me disant bah, ça va, je ne regarde pas les 10 dernières secondes, ça passera comme ça. Ben non, parce que s'il ne la visionne vraiment pas jusqu'au bout, il n'aura pas le petit V qui se marque, quoi. Voilà, Oui. c'était juste ça. Et du Ok. coup, c'est doit vrai faire. Oui. on voit ici que sur le côté, en ayant déroulé ce que j'ai déroulé, j'ai vu 11% du chapitre. La première partie, je l'ai bien vue complète puisqu'elle s'est mise un petit V. Et pourtant, je n'ai pas lu, donc je n'ai pas fait lire le contenu. Donc, ça, c'est vraiment ajouté pour faciliter la compréhension de certaines personnes. Mais effectivement, comme le dit Florence, les vidéos en elles-mêmes, ça, il faut les regarder. C'est pas de l'optionnel, quoi. OK. Donc, je reviens sur, du coup, hop, je reviens ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez toujours mon partage ou pas? Non, on ne voit plus ton partage. OK. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, mais hop, je le remets. Donc ici, je suis revenu sur l'interface de base et vous voyez que par chapitre, il y a une partie où on marque théorie, une partie évaluation. Et là, la partie évaluation, donc je vais l'ouvrir aussi ici et donc je vais partager cet onglet. Et donc, vous voyez ici, là, j'ai vraiment exercice. Je vais commencer et donc je vais avoir une question de type, ici, vous voyez qu'il y a 42 questions sur ce chapitre-là. Donc, il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup plus qu'à l'examen, mais ici, on est évidemment dans l'apprentissage, c'est d'en montrer plusieurs. Donc, OK, il doit travailler dans un espace confiné où il y a une concentration inférieure à 19%. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, je réponds ici la première. Et j'ai automatiquement dans cette partie-ci le feedback, puisqu'on est dans de l'évaluation pédagogique, on fait directement un feedback par rapport à la question. Et donc, le feedback ici, puisque j'ai bien répondu, il me fait un renforcement positif dessus. Si maintenant je réponds mal, je vais passer à la question suivante ici. Donc, à partir de quoi est-ce que je dois emporter? Je mets 75. Et effectivement, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, il m'indique quelle était la bonne réponse. Et puis, il me fait le feedback par rapport à ma mauvaise réponse. Donc, ça veut dire que pour toutes les questions qui sont dans le module, nous, on a rédigé un feedback pour que le stagiaire puisse savoir pourquoi il s'est trompé. Donc, parfois, on fait de la pédagogie en disant, non, ce n'est pas juste, va revoir dans le cours. Ici, on a choisi de faire autrement, c'est-à-dire de faire un feedback directement dessus, parce que retourner dans le cours et rechercher les informations, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile. Et donc, on a choisi cette option de prendre le stagiaire par la main, en l'apprenant par la main, en lui donnant l'information plutôt qu'en le renvoyant dans le module. Et donc, si je continue comme ça, je ne sais pas, voilà, ici, par exemple, un autre type de question. J'ai ce qu'on appelle du drag and drop et donc je dois mettre ici les réponses par rapport au type de question. Effectivement, c'est bien la bonne réponse puisque j'ai bien mis le classement dans le bon ordre. Et donc, vous voyez le type de question qu'on rencontre. Ici, j'ai plusieurs réponses possibles. C'est écrit dessus. Donc, c'est vraiment identiquement la manière dont les questions sont formulées à l'examen. Donc, on a vraiment été rechercher, quand on a créé cette base de données de questions, des questions type d'examen, puisque un des objectifs reste quand même de préparer les gens à l'épreuve. Donc, voilà pour la partie, je ne vais pas passer les 42 questions en revue. Et donc voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question qui était posée, mais je pense que oui. Et donc, je ne sais pas s'il y a une autre
dans la suite. Et donc, on a vraiment quelque chose qui est très intuitif, qui permet à la personne d'ouvrir le cours même à différents moments. Il peut vraiment le suivre en toute autonomie, mais dans les conditions, mais je ne vais pas spoiler l'intervention de Florence, qui va vous expliquer effectivement les conditions et un peu le process administratif. Mais une chose qui est vraiment importante, c'est que n'auront accès à l'examen que les gens qui ont suivi le cours, et nous, on a les outils qui nous permettent de mesurer que la personne a bien suivi le module. Il y a une question de Sylvia. Oui, je voulais savoir, moi, si les 14 à 15 heures de temps qu'il faut pour parcourir l'ensemble du cours comprennent l'examen, enfin l'examen pour s'entraîner, quoi. Donc, les parties, comme je viens de les montrer Ce que maintenant. vous venez de montrer, oui. Oui, ça fait partie C'est de… compris. Oui, Donc, ça. quand on dit 14 Oui. à 15 heures, c'est l'entièreté du module Oui, avec tous ces exercices-là. C'est Ok. ça, oui. Merci. Pas de souci. D'autres questions à ce stade? Non. Il y a une… Ah oui, Sophie, encore une question? Oui, ben, je vais déjà la poser maintenant puisqu'on est quand même sur la formation. Donc maintenant, quand il y a une attestation de réussite de VCA, il faut aussi quand même une attestation de participation au cours. Quid, est-ce que ça fait partie, est-ce qu'on peut avoir une attestation alors de participation ou pas? Puisque dans la nouvelle législation, c'est une obligation pour les VCA après le mois d'août. Voilà, alors je vais répondre un petit peu de manière… Donc, ce n'est pas du tout ça. La législation, ce n'est pas ce qu'elle demande. Hein. Elle demande pas elle dit qu'il est obligatoire d'avoir une formation minimum de 8 heures pour les gens qui vont dans la construction ou pour toute personne qui va se retrouver sur un chantier temporaire et mobile. Et donc, Oui. effectivement, mais alors, comme le législateur a prévu ça, sans réellement donner aux entreprises une réponse, il est dit dans la législation qu'être titulaire d'un VCA permet de rencontrer l'exigence. Mais il ne dit pas qu'il faut une attestation de formation, il dit être titulaire d'un VCA. Donc, s'il a le certificat VCA, c'est la preuve qu'il l'a fait. Alors, tant mieux, mais parce que c'est pas du tout ce qu'on… Enfin, il y a aussi deux choses complètement différentes entre constructive, ce que dit constructive et ce que dit la législation. Effectivement, on parlait du VCA avec 8 heures ou de 16 heures de formation si on n'avait pas le VCA. Et donc, voilà, effectivement, on est dans le flou. Mais pour moi, normalement, après un VCA qui est passé après août 2023 doit nécessairement être accompagné d'une attestation de formation. Ok, de 8 heures. Alors il y a peut-être parfois des exigences qui ne sont pas celles de la législation, mais qui sont imposées par un secteur ou par une ou l'autre chose. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je parle évidemment sous couvert de Florence, qui me corrigera si je me trompe, mais pour nous, dire effectivement que la personne a bien participé à une formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, c'est de l'ordre du faisable. Maintenant, on a la possibilité de le faire. Il faut savoir que nous, on fait une valorisation des formations en ligne du même type que la valorisation de la formation en présentiel. Donc, autrement dit, on peut rédiger une attestation disant effectivement que la personne qui a suivi le module dans son intégralité, et de nouveau, sur base de notre outil de suivi, on pourra vérifier qu'il a bien suivi le module dans l'entièreté. À ce moment-là, on pourra rédiger une attestation. Florence, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, ça ne doit pas devenir une généralité. En général, on demande quand même que le candidat passe quand même son examen. Maintenant, dans le cas où il aurait échoué à l'examen, à ce moment-là, on peut délivrer une attestation. Mais ça ne doit pas dire j'inscris mon candidat à la formation, mais je ne l'inscris pas à l'examen parce que du moment qu'il a son attestation de présence, c'est bon. Non. Il faut vraiment… Voilà, ça peut être fait si le candidat a échoué à l'examen pour ne pas le bloquer, ne pas l'empêcher d'aller travailler sur chantier. Mais voilà, mais il faut quand même qu'il y ait eu un examen quand même après la formation, quoi. Mais même ici, dans ce cadre-ci, c'est même s'il y a une réussite d'examen, on a besoin d'une attestation. Donc, c'est dans les deux cas, en fait.
Oui, donc a Parce qu'en priori, général, c'est l'interprétation constructive de la législation, c'est il faut une attestation de formation. parce qu'il faut savoir que moi, les attestations de formation, ben, ça doit rester exceptionnel, mais je ne peux l'envoyer qu'aux candidats. Donc, si Oui, effectivement Oui, je vous me comprends. demandez pour Jean Dupont une attestation de suivi, mais l'attestation de suivi, je ne peux pas vous l'envoyer à vous, je suis obligée de l'envoyer au candidat. oui. Oui, mais ça, ils peuvent nous la faire parvenir. Ouais, Voilà, ouais. du moment qu'il y a une attestation qui est faite, voilà, je comprends Mais pour voilà, le c'est GDPR. vrai que Ça doit être, normalement, les attestations de présence, ça doit rester exceptionnel dans le cas où le candidat a échoué à l'examen et qu'il a besoin d'une preuve pour pouvoir aller sur chantier. Je ne peux pas délivrer systématiquement une attestation de présence pour chaque candidat qui a suivi la formation. Parce que, ça représente énormément de boulot et qu'à partir du moment où il y a son certificat, ben, c'est la preuve entre soi qu'il a suivi la formation aussi. Et si j'arrive toutes les semaines chez ma chef avec 15 attestations de présence à signer, alors qu'avant c'était une tous les 2 ans qu'on demandait, ça risque de ne pas passer non plus puisque ça doit rester un document qui est exceptionnel, quoi. Mais par contre, peut-être que pour solutionner ça, je fais une proposition qui nécessitera d'être analysée peut-être, mais on peut aussi, nous, Forem, faire un document attestant que n'ont passé un examen que les personnes, qu'on ne fait passer des examens qu'après une formation. Et donc, faire non pas une attestation personnelle, mais faire un document global Ouais. qui dit toute personne qui a passé un VCA par le Forem, c'est automatiquement suite à une formation. Et donc, ça voudrait dire que ça vous permettrait de vous mettre, vous, agence, en disant, ben voilà, j'ai Paul qui a un certificat de réussite de son VCA par le Forem, j'ai l'attestation comme quoi le Forem me dit tous les intérimaires qui passent ont automatiquement suivi une formation, et donc faire le matching comme ça. Proposition à analyser. J'en prends note. Ça paraît bien, ça. Oui, je pense que ce serait plus efficace, en effet. Bah, au moins, ça évite de Ok. devoir faire des choses Oui, à tout Aussi, va oui, vite. aussi, j'imagine que comme ils s'inscrivent, si en fin de module, ils peuvent, eux, imprimer leur attestation comme quoi ils ont terminé le module et qui attestent qu'ils ont 8 ou 16 heures de formation, oui. Oui, mais ça, Ou un honnêtement, je mail. ne sais pas si nous, comme on n'a pas conçu l'outil pour nous donner ce genre d'informations à la fin, enfin, pour permettre aux stagiaires à la fin d'avoir ce genre d'informations, je ne sais pas si c'est possible. Mais je me dis que, en tout cas, dans un premier temps, j'aurais envie d'analyser la faisabilité de ma proposition et surtout de voir dans quelle mesure ça vous permet, vous, d'avoir les réponses que vous souhaitez. Parce que ça me paraîtrait être, entre guillemets, le plus simple Oui. pour rencontrer vos exigences, quoi. Maintenant, ce que moi je fais de mon côté, bon, exceptionnellement aussi avec certaines agences, c'est que par exemple, le candidat a suivi les 100% de la formation, il a terminé le jeudi, il est sous contrat le lundi parce qu'il va sur chantier. Mais à partir du moment où on l'a inscrit à un examen, bon, il a terminé sa formation le 5 novembre et son examen, c'est pas avant le 25 novembre. Je ne peux pas bloquer le candidat non plus pendant 20 jours. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où il est inscrit à l'examen, je vais partager mon écran. Donc, moi, ce que je peux faire, je vais essayer de bouger ça. Moi, j'ai pris une autre session qui est passée. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai la progression du suivi des candidats. Et ce que je fais, c'est que je fais une copie d'écran de la petite ligne ici et je l'envoie à l'agence en disant, voilà, Monsieur Kelly a bien suivi les 100% de sa formation. Son examen est prévu pour le 20 novembre. Mais voilà, comme ça, l'agence est quand même couverte aussi pour que le candidat puisse aller sur chantier. Mais ça, je ne peux l'envoyer que si le candidat est inscrit à un examen. Vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'il y a un candidat qui ne s'est jamais connecté. Donc, lui, c'est sûr, lui, je ne lui ferai pas l'attestation, quoi. Il faut essayer de Ok. trouver une solution Ouais. globale pour, Oui. Mais ça, voilà, on peut pour en tous les reparler. candidats. On en reparlera en dehors du webinaire, si ça va pour vous. Pas de souci. Yannick, est-ce que ton intervention est Ben, terminée? je pense effectivement que la présentation du support, c'est OK. Et donc, je reste quand même là si nécessaire, mais je laisse la parole du coup.
pour la D'accord. suite. Simplement, au niveau du délai d'activation de l'outil, est-ce que Florence, tu en toucheras un mot ou Oui, oui, on en parle? Ok, oui, j'en parlerai après l'intervention de Manu. ça va. Je repartage du coup mon écran. Hop. Je vois qu'il y a Sylvia qui a une main levée sur son logo. Ah oui, en effet, je n'avais pas vu, merci. Sylvia? Oui, merci. Donc, si je comprends bien, moi, je n'ai pas encore fait passer des candidats pour ce genre de formation. La formation, il l'a fait en ligne chez lui sur son PC. Et puis, l'examen, c'est dans un centre En forum. présentiel, oui. Elle va Oui, donc on va y venir juste après. Ah, d'accord. OK, ça va. Ici, on va d'abord parler de la procédure d'inscription via Travi. OK. Et puis, on passera la parole à Florence qui donnera toutes les infos sur les conditions d'accès et l'examen. Merci. OK? Manu, alors tu peux enchaîner sur la manière dont ça se passe pour l'inscription chez Travi. Alors, c'est très simple en fait. L'inscription, c'est comme pour toutes les autres formations chez nous. Donc, vous inscrivez vos candidats via notre site internet travi.be. Donc, vous rendez dans notre calendrier de formation. Et puis là, vous sélectionnez la formation VCA en ligne ou VCA cadre opérationnel en ligne. Donc, c'est deux formations différentes. Donc, vous choisissez la bonne formation. À ce moment-là, vous avez un bulletin d'inscription à compléter avec toutes les données de l'agence et du candidat. Comme pour toutes les autres formations, la procédure est vraiment la même. À ce moment-là, moi, je reçois effectivement ces inscriptions que je transfère à Florence qui prend le relais, en fait, qui va prendre le relais par la suite et qui va aller plus loin pour que effectivement les candidats puissent démarrer leur e-learning. Et donc, Florence, je te laisse la main pour la suite de la procédure. Manu, Oui. je vais juste peut-être montrer le site, comme ça on est tout à fait complet. Oui. Anne, on ne voit plus ton écran. Non, mais je le repartage. Voilà. Est-ce que vous voyez le site? oui. OK. Donc, je suis bien dans le calendrier des inscriptions. J'ai sélectionné formation online. Et donc, ici, il faut aller tout au bout. Ah non, j'étais e-learning Voilà, VCA. tu l'as ici, VCA Voilà. cadre. Et, oui. Et VCA classique. Et donc, voilà, vous allez sur le petit onglet suivant. Et là, vous avez le contenu et la possibilité d'inscrire vos candidats. OK? Voilà. Donc, Florence, je te repasse la main. Oui. Je Donc vais voilà. juste, je vais juste repartager le Oui, PowerPoint, oui. mais tu peux déjà commencer, j'arrive. Donc voilà. Donc, moi, une fois que je reçois le fichier de Manu, moi, je dois vérifier le statut de chaque intérimaire. Et il faut absolument que le stagiaire soit inscrit comme demandeur d'emploi. Alors, c'est parfois un peu compliqué parce que parfois, il est radié ou il est en code 33 parce qu'en fait, il est sous contrat intérim. Quand il est sous contrat intérim, il est considéré comme travailleur. Donc, il faut vraiment que quand vous inscriviez votre candidat, il ne soit pas sous contrat. Quand moi, je reçois l'inscription, si le candidat est effectivement bien inscrit comme demandeur d'emploi libre inoccupé, je crée son login, je lui envoie un mail avec le lien vers la plateforme, son login et son mot de passe, et je renvoie un mail à l'agence qui l'a inscrit en disant, voilà, votre candidat a bien reçu son login. À partir du moment où vous recevez ce mail-là de ma part, si vous voulez le remettre sous contrat, vous pouvez. Peu importe le restant de la formation qui soit sous contrat, il n'y a pas de souci. Pour le jour de l'examen, il faut juste s'assurer que son employeur veut bien libérer une demi-journée pour qu'il puisse venir passer son examen. Et voilà. Si maintenant il n'est pas inscrit correctement ou qu'il est sous contrat, je ne peux pas l'inscrire. Je vous donne un petit coup de fil, je vous dis voilà, votre candidat doit se remettre en ordre d'inscription. Si vous me dites, oui, mais il est sous contrat jusque vendredi, il fait le nécessaire pour être inscrit le lundi. Vous m'envoyez un petit mail pour dire que le nécessaire a été fait. Moi, de mon côté, je vérifie qu'effectivement, le candidat a bien fait le nécessaire. Et s'il est demandeur d'emploi, même chose, je crée son accès, je crée son login, je vous préviens et le lendemain, vous pouvez le remettre sous contrat.
Ok. Euh, Et alors, tu oui, peux- pour l'examen, enfin, je sais, je parle déjà de l'examen, hein, mais c'est déjà arrivé que j'ai des agences de Grasse-Sologne qui m'inscrivent des candidats de tournée. Ben, c'est clair que pour l'examen, je vais pas lui. L'examen, c'est 1h15. Je vais pas lui faire aller jusque Grasse-Sologne pour l'examen. Donc, j'essaye toujours de mettre l'examen au plus proche du domicile du candidat. Donc, comme ça, il ne doit pas courir trop loin non plus. Ok, est-ce que tu peux parcourir aussi les autres conditions d'accès que normalement tu vois? Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, il faut effectivement que le candidat soit domicilié en région wallonne. C'est déjà arrivé qu'on m'inscrive des candidats de Bruxelles. Dans ce cas-là, j'ai absolument besoin de la demande de mobilité interrégionale. Même s'il fait la formation de chez lui, ça Yannick pourra expliquer le pourquoi, parce que moi je ne suis pas très douée pour ce genre d'explication. Mais voilà, ce qui est utile aussi, c'est que effectivement, il faut que le candidat comprenne un minimum le français aussi. Parce que et c'est ça qui a l'audio. Donc, s'ils comprennent un peu à l'audio, ça fonctionne. Mais on a parfois des candidats qui arrivent et qui ne comprennent pas du tout le français. Donc, que ce soit en présentiel ou en e-learning, ils se font massacrer à l'examen parce que voilà, ils ne comprennent pas. Donc, c'est au moins comprendre un minimum le français aussi, être domicilié en région wallonne. J'ai vu un petit message qui passait concernant les intérimaires Résident français. français, oui. En principe, ils ne peuvent pas venir en formation chez nous puisque c'est réservé pour nos demandeurs d'emploi à nous. Maintenant, dans des cas exceptionnels où le candidat est vraiment engagé dans une société, à ce moment-là, on peut les prendre, mais ça devient formation payante à charge de l'agence d'intérim. Et l'examen, bien sûr, ça reste à charge de l'agence d'intérim aussi, comme pour tous les candidats. Florence, je vois qu'il y a Kirill qui a levé la main. Oui. Tu as une question, Kirill? Oui, simplement petite question, c'est le délai habituel entre l'inscription et le login, parce que quand on a une formation en présentiel, c'est simple de gérer les contrats et le passage en demandeur, mais avec cet e-learning, généralement, ça prend combien? Alors, en général, quand je reçois quand je reçois le fichier de Manu, en général, je fais la vérification dans la journée et s'il est en ordre, je l'inscris dans la journée. Maintenant, il faut savoir qu'une fois que moi j'ai fait ma part de boulot, c'est un autre service qui doit implanter le candidat dans la formation. Mais en général, si j'inscris le candidat dans la matinée, en général, début d'après-midi, ils ont accès. Et si je le fais en fin de journée, ils ont accès dès le lendemain. Maintenant, parfois, évidemment, parfois ça peut varier, mais c'était maximum 2 ou 3 jours, quoi. C'est rarement plus, quoi. Et pour les jours d'examen, là, on peut se baser sur le calendrier Travi des examens classiques. Des formations en présentiel, oui. Merci beaucoup. De rien. Ok, et donc il y avait encore la suite. Oui, pour les indemnités. Donc, effectivement, comme le candidat reste de chez lui pour faire la formation, effectivement, il n'est pas payé pour sa formation. Et quand il se déplace uniquement pour l'examen, les frais de déplacement ne sont pas remboursés non plus, puisque quand c'est une certification uniquement, il n'y a pas de remboursement. Donc, il faut savoir que quand vous l'inscrivez en formation e-learning, le candidat ne reçoit aucune indemnité. Ok. Florence, je vois que Sophie a levé la main. Oui. Oui, donc je rebondis sur le temps d'accès, etc., et d'avoir les logins. On est bien d'accord que le candidat doit être demandeur d'emploi au moment où vous vérifiez son statut. Donc, ce n'est pas pendant les 2 ou 3 jours. Oui, non, c'est ça. À partir du moment, bon, maintenant, c'est vrai que, si vous l'inscrivez le lundi, mais que Manu est occupée le mardi ou qu'elle est en réunion à l'extérieur et qu'elle ne m'envoie le fichier que le mercredi, moi, la vérification, je la fais le mercredi. Donc, ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, il doit être demandeur d'emploi. C'est ça que je dis, quand vous l'inscrivez, il faut avant de le remettre sous contrat. C'est ça qui est compliqué, c'est que nous, on peut gérer peut-être ce jour-là pour qu'il soit demandeur d'emploi, mais après, au moment de la vérification, c'est compliqué, puisque si on l'inscrit, j'imagine, un vendredi et pour commencer à travailler la semaine suivante, il faut qu'on ait des garanties, entre guillemets, qu'il puisse être
être inscrit ce jour-là. Je ne peux pas demander à quelqu'un de rester 3 jours sans travail. Mais Florence, maintenant, c'est à partir du moment où je t'envoie les données du candidat. Oui, donc voilà. Donc, il doit être demandeur d'emploi. Le candidat ne doit être demandeur d'emploi qu'un jour. Le jour où Florence reçoit les données du candidat. Et à ce moment-là, Florence, toi, tu prends le relais, tu contactes l'agence. Et donc, c'est ce jour-là ou éventuellement le lendemain, mais ça, vous vous mettez d'accord, que le candidat doit être demandeur d'emploi. Oui. Donc, c'est ce que je dis maintenant. C'est vrai que si c'est une inscription le vendredi, ben, c'est clair que je ne recevrai peut-être l'inscription que le lundi, ou que moi, je pourrais faire, ben, ça, parce que bon, voilà, il y a les réunions, il y a tout aussi. Et donc, quand ils sont inscrits le vendredi, mais qu'ils commencent sous contrat le lundi, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué de les inscrire le vendredi, si vous les avez inscrits le vendredi midi, que moi, je puisse les inscrire pour le vendredi fin d'après-midi. Parfois, c'est un peu compliqué. Oui, mais ce qui est, en fait, donc, c'est pas au moment où moi, j'envoie l'inscription qui doit être demandeur d'emploi, c'est au moment où vous recevez les infos. Mais donc, ça, on est tributaire du moment où vous traitez les infos. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. Oui. C'est compliqué, nous, de savoir quand est-ce qu'il doit être demandeur d'emploi. Tu as raison. En fait, il faudra mettre votre candidat sous statut de demandeur d'emploi le jour où vous avez un contact avec Florence. C'est ça le plus simple. C'est pas le jour où vous encodez, les données du candidat sur notre site Travi. C'est le jour où Florence reçoit les infos et vous contacte pour mettre en route alors l'e-learning. C'est juste ça, Florence? Oui, parce que de toute façon, je dois quand même vous contacter, pour vous dire si effectivement le candidat est bien inscrit comme demandeur d'emploi. Mais le propre d'une inscription à distance aussi, c'est que je puisse avoir l'adresse mail du candidat. Si je n'ai pas son adresse mail, moi, je ne sais pas lui envoyer de login. Donc, je dois de toute façon vous contacter pour avoir l'information. Donc, vous savez que ce jour-là, s'il est sous contrat, il faudra peut-être mettre fin à son contrat, en tout cas, ce jour-là ou le lendemain, et qu'après, vous pouvez le remettre sous contrat. En général, c'est fait assez rapidement aussi, mais voilà, c'est... En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne devra pas être demandeur d'emploi plus qu'un jour. Ça, c'est important à savoir. Donc, il devra être demandeur d'emploi une journée pour pouvoir participer à la formation. Il devra être demandeur d'emploi une seule journée. Et ça, avec Florence, vous déciderez si c'est le jour J, donc le jour où elle vous contacte, pour avoir notamment le numéro national du candidat et son adresse mail pour pouvoir lui envoyer son login ou son mot de passe, si c'est ce jour-là ou le lendemain. Ça, ce sera à voir quand Florence prendra contact avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que le candidat ne devra pas être demandeur d'emploi plus qu'une journée. OK. OK. D'autres questions par rapport au statut, aux conditions d'accès, etc. On peut passer à l'examen alors, Florence, pour clôturer. On a déjà touché un mot, mais voilà. Oui. Donc voilà, donc l'examen, effectivement, en général, dans le mail que j'envoie aux candidats, je leur demande de prévenir leurs consultants quand ils ont suivi les 100% de la formation. Comme ça, moi, je ne dois pas les voir tous les jours parce que vu le nombre de candidats que j'ai, ce n'est pas gérable. Donc, quand le candidat finit sa formation, il recontacte son consultant. Le consultant reprend contact avec moi et à ce moment-là, on planifie l'examen en présentiel dans un centre. Voilà, comme je dis, le centre qui est au plus proche du domicile du candidat. Maintenant, si le candidat travaille le matin et qu'il habite Tournai et que son entreprise, c'est sur Liège, il y a moyen de s'arranger et de dire, OK, l'examen, il le fera l'après-midi sur Liège, comme ça, il ne doit pas retourner jusque Tournai. Donc, je fais toujours au plus proche du domicile du candidat, mais il y a moyen de faire au plus proche de l'entreprise aussi. Le jour de l'examen, toujours rappeler de ne pas oublier la carte d'identité, parce que ça arrive régulièrement. Sans carte d'identité, on ne sait pas vérifier que M. Dupont est bien celui qui prétend être. Donc voilà. Quand ils ont répondu à la dernière question de l'examen, ils savent d'office s'ils ont réussi ou pas, puisque la cote s'affiche.
Et vous, de toute façon, vous savez voir si votre candidat a réussi en allant sur le site csm-examen.be. Et là, vous voyez tous vos candidats qui ont réussi. Et maintenant, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail aussi pour me demander ce qu'il en est et je vous répondrai aussi. Mais voilà, la date, c'est entre vous et moi et non pas avec le candidat. Si je propose plusieurs dates, à vous de voir avec votre candidat laquelle vous arrange le mieux. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, merci Florence. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Est-ce que ça vous semble intéressant pour certains de vos candidats? Moi, j'ai une question sur les centres d'examen. C'est que dans les grandes villes. Nous, on est à Malmedy. La plupart des candidats donc, sont sur notre région à Malmedy. C'est au plus près Liège ou Oui. il y a des... Oui. Le plus près, ce sera le centre de Grasse-Sologne, oui. Non, non, il y a Verviers aussi, non? Verviers, pour l'instant, je n'ai plus de formation. Depuis les inondations, je n'ai plus de formation sur oui. Verviers pour l'instant. Ok, mais ça peut revenir. Ça peut revenir. J'espère que ça va revenir un jour parce que du coup, tous mes candidats de Verviers doivent aller sur Liège aussi. Donc j'espère que ça va revenir sur Verviers aussi. Maintenant, pour rebondir pour Sylvia, c'est vrai que si le candidat, en fonction de ce que tu as dit, Florence, travaille du côté de Vielsalm ou plus vers la gauche, il peut aussi aller à Libramont, par exemple, Oui. si c'est plus près pour lui. Ouais, Mais c'est vrai que sur Malmedy, il n'y a pas de centre. C'est Liège ou Libramont, quoi. Oui. Ouais, en fonction du travail. Oui, c'est passé. Tu vois, pour le ça moment. va, merci. Ouais. J'avais encore un point à dire à propos des examens, mais l'idée m'est passée, c'est pas grave, ça va me revenir. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté et donc du coup, c'est filé. D'autres questions? Est-ce que vous pensez que certains de vos candidats c'est pas donné à tout le monde, je pense, de pouvoir se former via e-learning et à distance. Il y en a qui préféreront toujours le présentiel, mais est-ce que vous pensez que pour certains candidats, c'est intéressant? Ou vous pensez peut-être déjà à certains candidats? J'ai retrouvé mon idée. Chose qu'on n'a pas précisé, c'est que la plateforme est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, le candidat peut suivre sa formation au moment où lui le souhaite. Et voilà, il y en a qui sont nocturnes, il y en a qui sont diurnes. Donc, c'est ouvert le week-end aussi. Donc, ils peuvent vraiment choisir le moment où eux ont envie de suivre leur formation. Ok, ça c'est important. Merci beaucoup. Ouais, et ça, c'est un sacré avantage, effectivement, au niveau de la flexibilité, quoi. On ne doit pas imposer 3 jours de formation, exemple à Grasse-Sologne, de 8h à 16h30. Donc, ça, c'est pour moi un point top, quoi. Mais voilà. Merci, Flo. Pas de réaction? Ah, si, Camille. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Camille. Oui, j'avais eu un souci technique. Est-ce qu'il y a un délai à respecter entre le moment où on fait la demande d'inscription pour notre intérimaire et le moment où il passe son examen en présentiel? Bon, après, le but, c'est pas d'attendre 6 mois. Hein, mais l'outil en ligne est accessible pendant 1 mois. Ok, d'accord. Maintenant, même s'il il a 1 mois pour faire sa formation, si après 1 semaine et demie, il a terminé sa formation, c'est clair qu'on ne va pas attendre la fin du mois pour prendre un examen. Dès qu'il a suivi les 100%, on peut programmer un examen. Maintenant, il est sur un gros chantier, sa formation d'1 mois est terminée, il est sur un gros chantier, il ne sait pas se libérer avant 1 mois et demi, on fera son examen 1 mois et demi plus tard, ça, ce n'est pas un souci non plus. Du moment qu'il a suivi les 100%, qu'il passe son examen dans le mois ou le mois d'après ou encore 1 mois et demi après, ce n'est pas un problème. Il faudra juste que lui puisse revoir sa matière pour être frais le jour de l'examen, entre guillemets, quoi. D'accord, ok, c'est noté, merci. Sophie, il y a encore une petite question ou une grande? Oui, j'ai encore une petite question. Est-ce que vous avez des statistiques sur la réussite des examens justement online? Est-ce que vous avez une idée de comment ça vit? Alors, en général, en général, on a un gros pourcentage de réussite. Ceux qui échouent à l'examen, en général, ce sont ceux qui ont déjà des difficultés avec le français à la base. Mais autrement, je crois que je suis à 90% de réussite, voire plus avec l'e-learning.
Ah oui, top. Ouais, nickel. Du fait qu'ils n'ont pas de... Enfin, c'est pas pour dénigrer les présentiels, maintenant, c'est comme je dis, il y en a qui sont audio, il y en a qui sont visuels et qui retiennent facilement rien qu'à entendre le cours. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas 8 heures de bourrage de crâne pendant 2 jours et demi et qu'ils ont vraiment le temps de suivre la formation. Ils peuvent refaire les chapitres autant de fois qu'ils veulent. Les tests de fin de chapitre, ils peuvent les recommencer autant de fois qu'ils veulent. Et en fin de formation, il y a un examen blanc, mais ça, ils ne peuvent le faire qu'une fois. Donc voilà, donc en général, comme ils ont plus le temps de réviser et qu'ils ont plus de temps en longueur, je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de taux de réussite. Mais voilà, on a un bon taux de réussite en présentiel aussi, quoi. Allez, super, merci. De rien. Sylvia a une petite question et puis Yannick souhaiterait intervenir après aussi. Sylvia? J'ai 2 questions. Ah, 2 Donc, questions. on disait si il passe son examen 4 semaines après avoir suivi le module, il peut revenir dans le module 3 semaines après s'il veut réviser. Oui, Tu vois ce que en je veux fait, dire? oui, tant qu'ils n'ont pas. Donc en fait, l'ouverture de la formation, donc c'est 1 mois. À Ah, dater du jour où moi je fais la vérification de statut et que j'envoie le login. Maintenant, s'il ne sait pas le passer dans ce mois-là, mais qu'il le passe 1 mois et demi après, je laisse les accès jusqu'à ce qu'il ait passé son examen. Justement OK. pour qu'il puisse réviser et que après 1 mois, s'il le passe 1 mois après, ben, c'est vrai que ça risque de ne pas être selon les règles qui sont parfois un peu pointilleuses. Donc, comme on a vu le test avec le casque où c'est 85% décibels, justement pour qu'il puisse continuer à réviser et ne pas arriver à l'examen avec un cours qu'il a vu il y a 1 mois avant, quoi. Mais en général, il y a des examens souvent, ça arrive rarement qu'il le passe 1 mois après, Oui, j'imagine. ça dépend des régions, en fait. Si c'est Mons, Charleroi, Liège, ben, j'en ai régulièrement. Maintenant, c'est clair que si c'est Libramont, j'ai pas souvent de sessions là-bas parce qu'on n'a pas beaucoup de stagiaires. Mais si c'est les grandes villes, Namur, Charleroi, Liège, ça, il y a pas de souci, j'ai régulièrement des formations. OK. Nivelles, un peu moins, j'en ai qu'une par mois, je crois. Tournai, j'en ai qu'une par mois aussi. Donc, voilà, mais si le candidat peut se déplacer, on peut l'inscrire dans un des centres le plus grand. S'il est je vais dire de Mons, s'il doit se déplacer à Charleroi, c'est 40 minutes de route. S'il est motorisé, c'est pas trop loin, quoi. OK. Et ma 2e question, c'est au niveau du coût de l'examen. Quand les gens sont demandeurs d'emploi et font le e-learning, l'examen est quand même payant Oui, pour c'est quand même l'agence? facturé. Oui, c'est quand même facturé 40 € à l'agence pour un VCA de base et 70 € pour un examen cadre opérationnel. OK. En fait, qu'ils suivent la formation en présentiel ou en e-learning, pour autant qu'ils soient dans les conditions, donc habitant en région wallonne, étant demandeur d'emploi et tout ce qu'on a dit avant, la formation est à charge du Forum, mais l'examen, quel qu'il en soit, reste toujours à charge de l'agence. OK, merci. Yannick, tu avais un petit mot à dire? Oui, je voulais juste donner une toute petite précision, c'est que en marge de la formation, il est toujours possible. Donc, chaque fois qu'on ouvre une session de formation, il y a un coach technique qui est désigné. Donc, chez nous, il y a un formateur, a fortiori forcément un formateur qui maîtrise la matière, qui se trouve derrière la session. Et ça veut dire qu'un candidat peut aussi, pendant sa formation, en cas d'incompréhension, envoyer via la plateforme une question à son coach, quoi. C'est simplement ma remarque. Remarque importante, merci. Greg? Oui, moi j'ai peut-être raté l'info si on en a parlé parce que j'étais au téléphone quelques fois, mais c'est vrai que parfois on a des freins avec les candidats qui doivent avoir un PC, une tablette, un téléphone et autres, le faire de chez eux, mais certaines agences le font, la possibilité de mettre un PC à disposition aussi dans une salle de formation ou autre, et donc ça peut être aussi une piste pour les candidats, que ce soit de manière individuelle ou collective, hein, s'il y a plusieurs PC disponibles, de pouvoir inviter les candidats en agence, alors à ce moment-là, à faire cette formation. Et donc, ça peut être aussi une idée pour les personnes, pour les candidats qui auraient envie de le faire en ligne, mais qui n'ont pas le matériel pour le faire. Et donc, on sait que parfois, ça craint aussi à ce niveau-là. Mais voilà, en agence, certaines agences le font, donc c'était juste pour le souligner, quoi. Oui. Et pour complément à ton information, je sais que les candidats peuvent aller sur les PC des maisons de l'emploi aussi. Donc, celui qui n'a vraiment pas un smartphone, s'il a un smartphone avec un écran qui fait 8 cm sur 5, c'est clair que c'est pas trop évident.
Maintenant, il arrive aussi que parfois des candidats n'aient pas d'Internet. C'est rare, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, ils peuvent aussi aller dans les maisons de l'emploi 1 heure ou 2 heures par jour pour faire leur formation. Oui, c'est important de le signaler également. Merci, Florence. Ouais. Merci Florence. Ok. Encore quelques questions? Même pas Si. quelques. Oui, ben voilà. Mais si vos questions viennent plus tard, mais n'hésitez pas de toute façon à nous contacter, à contacter Manu, donc qui est le contact principal pour les formations VCA chez nous. Elle relayera les questions au forum si elle ne sait pas y répondre directement. Et on reviendra vers vous alors directement avec les infos. Ben merci beaucoup d'avoir participé. On espère que ça vous a inspiré, en tout cas. Merci au forum Yannick et Florence d'avoir partagé toutes vos infos, vos pratiques. Et Manu aussi, merci. Et donc n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Moi, je vous enverrai donc le lien vers l'enregistrement du webinaire, la présentation PowerPoint ici dans la journée, voire au plus tard demain. Comme ça, vous aurez, pardon, toutes les infos aussi si vous voulez les partager. Pardon. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au N'hésitez pas, revoir. bonne journée. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir.